Bonsoir à tous. Il y a 2 ans, j'ai entrepris de retrouver mes copains du bac, ceux avec qui j'étais en terminale à l'École nationale professionnelle Livette de Nantes. Alors Livette, c'est le nom du fondateur. Et très rapidement, il y a eu un enthousiasme et ça a fait boule de neige. Et on s'est retrouvés l'année dernière pendant 2 jours à Nantes. Avec quelques exceptions près, comme Jean-Louis Simoneau et moi-même par exemple, on ne s'était pas vus depuis 52 ans. Et on était presque au complet et plus de la moitié était avec leurs femmes. Comme ça a bien marché, on a récidivé cette année à Clermont-Ferrand. Et à cette occasion, on m'a demandé de présenter un petit peu ce que j'avais fait. Alors je suis allé rechercher des vidéos un peu oubliées, et même des vidéos complètement oubliées. Et puis, voilà. Alors les vidéos, ça a 2 avantages. Le premier, c'est que j'ai moins à parler. Et le deuxième, c'est que mon auditoire a beaucoup moins à m'écouter. Alors, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Claude Dubreuil, je lui ai dit que ce travail avait été fait, de préparation, dans l'éventualité où ça pourrait vous intéresser. Voilà. Depuis la présentation que j'ai faite à mes copains de Livette, j'ai apporté 2 ou 3 modifications vraiment de détail, comme celle-ci, pour la présentation de ce soir. Au début, je m'étais demandé est-ce que je fais une présentation sans titre, et puis après, j'ai pensé à un titre de film qui m'est venu assez spontanément, c'est Le bon, la brute et le truand. Et comme moi j'avais 3 éléments à présenter, je me suis dit, je vais l'adapter un petit peu, le boulot, le sport et le handicap. Et dans le premier rôle, ce sera le handicap. Alors ce sera du sport au boulot, en passant par, bien, vous le verrez bien, Nantes 56. Ça, c'est l'équipe de hand de la 2e TM qui avait gagné le challenge interclasse de handball cette année-là. 4 ans plus tard, c'est l'équipe de hand de notre école d'Angers qui avait été championne d'académie. Sur cette photo, il reste 2 joueurs qui étaient sur la précédente. Et il y a 3 joueurs qui sont de notre promotion. 4 ans plus tard encore, il y a eu Tokyo. Alors ça a été un événement assez considérable pour moi. D'abord, c'était mon baptême de l'air. Mais en dehors de cette anecdote, ça a été très important et ça a eu des conséquences bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Voilà, photo de l'ouverture. Ça, c'est Dr Ludwig Guttmann. C'est un médecin qui s'occupait d'un centre de rééducation à Stockmanville, au nord de Londres, et qui, pendant la dernière guerre mondiale et après, a eu beaucoup de soldats à soigner, beaucoup de paraplégiques. Et il a eu l'idée de faire du sport, ce qui permet d'avoir une rééducation. Enfin, c'est plus agréable que de faire des exercices un petit peu ennuyeux. En 1948, il y avait des Jeux Olympiques à Londres. La veille de l'ouverture, Guttmann avait organisé la première compétition de sport pour handicapés physiques dans son centre de rééducation à Stockmanville. Il n'y avait cette année-là que des Britanniques et seulement du tir à l'arc. Puis dans les années suivantes, les Jeux se sont développés en nombre de disciplines et avec la participation progressive d'autres pays. Ces Jeux sont devenus internationaux, voire mondiaux, chaque année au mois de juillet. En 1960, ces Jeux ont été délocalisés à Rome et sont devenus les premiers Jeux para-olympiques, dénommés paralympiques. Donc 64, c'était les 2e Jeux paralympiques et c'était la première fois qu'une manifestation de sport pour handicapés aussi importante
se déroulaient hors d'Europe. On avait eu la visite du prince Akihito et de la princesse Michiko, qui aujourd'hui sont l'empereur et l'impératrice du Japon. Voilà des photos d'une balade. La clôture dans le gymnase olympique, qui était très émouvante. Une réception à l'ambassade. Maintenant, je vais vous présenter une vidéo qui a été faite par la télévision française. Une équipe était venue pour filmer pendant que nous étions en stage à l'Institut national des sports avant de partir à Tokyo. Les commentaires des journalistes ont été faits après. C'était passé à la télé en décembre 1964. Vous verrez à un certain moment, il y a une descente, on est plusieurs à descendre d'une pente abrupte où les poignées des fauteuils roulants sont au ras de l'herbe. Et je vous ferai un commentaire après. Tokyo. Tokyo où les Jeux pour handicapés physiques ont pris la relève des Jeux des athlètes valides. Une affection, une lésion, voire même une section de la moelle épinière prive ceux-ci de l'usage de leurs membres inférieurs. Bilan de l'équipe de France, 12 accessites et 13 médailles, dont 4 d'or. À l'Institut national des sports, nous avons retrouvé les triomphateurs de ces Jeux, les escrimeurs. Tout comme les valides, les paraplégiques ont remporté 5 médailles. Par équipe, une médaille d'or et une médaille d'argent au sabre et à l'épée, auxquelles s'ajoute une médaille de bronze au sabre individuel et 2 médailles d'or remportées par Serge Beck, ici à gauche, lors de cet assaut arbitré par le maître Dordet, moniteur national. Maître Dordet, s'il vous plaît, que pensez-vous de la performance de ces deux escrimeurs? C'est absolument extraordinaire. Et il est curieux de constater, bien que la technique soit différente, que nous retrouvons chez ces tireurs les mêmes qualités, le même enthousiasme, la même volonté de se battre, de gagner que chez nos équipiers. Bien sûr, il n'y a pas de déplacement. Au point de vue technique, est-ce qu'il y a de grosses différences? Oui, essentiellement, leur position, malheureusement assise, ne permet pas ces déplacements que nous retrouvons de plus en plus dans l'escrime moderne. Mais tout le bagage technique, au point de vue sécurité de main, est peut-être recherché et nous arriverons davantage à une vitesse, une rapidité d'exécution de cette position assise. Cette rapidité d'exécution doit encore et toujours être développée. C'est le but recherché au cours de la leçon de sabre qui, comme pour les valides, est donné au plastron d'un maître d'armes, ici le maître Clair, entraîneur de l'équipe d'escrime, grande triomphatrice de ces Jeux. En garde, pointe au corps. En garde, pointe au corps. Voilà, merci. Monsieur, s'il vous plaît, que vous est-il arrivé? J'ai été blessé par balle au cours d'un accrochage dans le nord constantinois. Blessure de guerre. Blessure de guerre. J'étais blessé par balle en Algérie. Dans quel secteur? Dans le sud oranais, du côté de Jiriville, à Insefra. Un accident, une chute d'un arbre. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette arme? On joue avec des copains. Un accident automobile, monsieur. Dans quelles circonstances? Au col de la Faucille, nous avons manqué un virage et nous sommes tombés dans un précipice. J'ai eu la poliomyélite À quel âge? à 21 ans. Vous avez été victime d'un accident. Accident de ski, oui. Dans quelles circonstances? Dans une descente, on s'amusait, puis j'ai fait une mauvaise chute, alors j'ai eu un tassement de vertèbres. Vous appartenez à une grande famille de skieurs. Oui, la famille Arpin. Pour l'heure, vous êtes capitaine de la délégation française de l'équipe de France. Oui, depuis la première année de capitaine. Vos spécialités sont l'haltérophilie, je crois, et le tir à l'arc, oui, les deux compétitions là. En ce qui concerne le tir à l'arc, nous vous laissons vous entraîner. Merci. À noter que le tir à l'arc est la seule compétition sportive qui permette une confrontation valide handicapé physique. Confrontation qui tourne bien souvent à l'avantage de ces tireurs. Bilan du tir, à Tokyo, une médaille de bronze remportée à titre individuel au Nicholas Round, une médaille d'or, une d'argent
et 3 de bronze, attribués par équipe dans chacune des 5 spécialités. Dans le tournoi de ping-pong, les Français furent moins heureux. 4 joueurs éliminés au premier tour, 2 éliminés au second tour, voilà pour les simples. Quant aux équipes de double, elles ne purent participer au tournoi, certains équipiers étant engagés simultanément dans d'autres disciplines plus importantes, dont les épreuves de natation. Quelle que soit la spécialité, brasse ou crawl, le départ des épreuves de natation est donné dans l'eau. Longueur des courses 50 mètres, classement établi en 3 catégories suivant l'importance du handicap des participants, classement qui valut aux Français une médaille de bronze. Quant à ces images, elles soulignent ce que furent ces Jeux de Tokyo, des Jeux du courage. Mais avec la natation, le tir à l'arc, l'escrime et le ping-pong, les Jeux des paraplégiques ne sont-ils pas avant tout des Jeux de la rééducation? À cette question répond Alain Bossion, entraîneur de l'équipe de France. Des Jeux de la rééducation, pas particulièrement, puisque en plus sont inscrites à ces Olympiades des épreuves que nous rencontrons normalement chez les athlètes normaux, classiques. En particulier l'haltérophilie. En haltérophilie, nous avons été obligés d'adapter l'haltérophilie à la condition du fauteuil roulant. C'est-à-dire que pour éviter tout traumatisme à la colonne vertébrale, nous faisons développer en position couchée. Ce qui n'empêche pas nos athlètes de développer entre 120 et 130 kg, assez fréquemment. En ce qui concerne l'athlétisme. En ce qui concerne l'athlétisme, évidemment, certaines épreuves d'athlétisme sont à éliminer. Je n'en parle que très rapidement, les sauts, etc. On a été obligé d'adapter toutes les disciplines et épreuves athlétiques, les épreuves d'athlétique, au fauteuil roulant. Nous avons en particulier la course de vitesse. Nous avons limité cette course à 60 mètres. C'est quand même, le 100 mètres est quand même beaucoup trop long. Elle se passe dans les mêmes conditions qu'une course normale, c'est-à-dire en couloir, départ arrêté, bien sûr. Nous avons également des lancers, le lancer de javelot, qui est classique, en position assise. Il existe aussi des relais. Le relais, 4 fois 40 mètres. Là, la distance est très limitée, et contrairement au relais normal, c'est un relais qui se passe en aller et retour. De chaque côté des lignes de départ se situe une zone de passage de témoins. Nous avons supprimé ce témoin et remplacé cette prise de témoin par le passage de la ligne. Le relayeur doit passer sur la ligne d'arrivée au moment où l'autre doit en sortir. S'il le sort trop tôt, l'équipe est disqualifiée. Dernière discipline athlétique. La dernière discipline athlétique, c'est une discipline qui n'existe pas non plus chez les valides, qu'on pourrait comparer grosso modo au cross, si vous voulez. C'est une discipline que nous appelons le gymkhana. C'est une discipline qui est très rééducative. C'est l'utilisation du fauteuil roulant au maximum, avec toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans la nature, les passages de trottoirs, des descentes d'escalier, des montées sur quelques petites planches inclinées, des passages sur 2 roues, aller-retour et un petit peu de slalom. C'est une épreuve assez difficile, il faut que ce soit un coureur très complet qui puisse se permettre de faire ça et un coureur très habile. Il est possible d'assister à une de ces épreuves? Eh bien, nous allons donner le départ tout de suite à une course de slalom, à l'entraînement. Vous allez pouvoir voir ça. Ce slalom est une invraisemblable réalité. Jugez plutôt.
Georges Biron, en tête ici, remporta la médaille de bronze du slalom. Mais quel que soit le résultat, l'important pour chacun fut de participer, car pour tous, comme le précise M. Boubé, le sport n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il est certain que tous les handicapés physiques qui pratiquent du sport ont davantage de chances de reclassement et ont moins que les autres, certainement, les risques d'escarres, peut-être de problèmes urinaires, enfin de problèmes médicaux que ceux qui restent confinés dans leur lit. En ce qui concerne le problème social, le problème du reclassement que vous venez d'aborder, oui, vous pouvez peut-être être étonné de voir ces garçons pratiquer du sport et me demander pourquoi, justement, ils pratiquent ces activités sportives. Eh bien, d'abord, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont encore capables de beaucoup de choses. Ensuite, pour prouver au grand public et pour prouver aux employeurs éventuels que malgré leur fauteuil roulant, malgré leur handicap, ils sont capables de travailler dans une position assise, bien sûr, et de ce fait capables de retrouver une place dans la société. Un exemple, Michel Dehan. Un matin de Noël, voilà 2 ans, il perdit l'usage de ses jambes. Vous aviez auparavant pratiqué un sport? Oui, le basketball. Dans quel club? La Ferton. Alors quand, en Noël 1962, vous êtes aperçu que vous ne pouviez plus vous servir de vos jambes, est-ce que vous avez pensé qu'un jour vous pourriez pratiquer le basket? Bah non, enfin j'en avais vaguement entendu parler quand c'est du basket en fauteuil. Je pensais pas y jouer. Quoi qu'il en soit, il n'était pas question pour vous de participer à des Jeux Olympiques. Non, du tout. Alors je pense que ça a été quand même une bonne surprise lorsqu'il y a peu de temps, on vous a dit, à condition de vous entraîner sévèrement, vous pourriez participer à ces Jeux Olympiques de Tokyo. Ah oui. Avec l'équipe de France, Michel Dehan remporta la 4e place du tournoi de basket, dominé, comme chez les valides, par les États-Unis. À signaler d'ailleurs que les règles du jeu de basket en fauteuil demeurent très proches de celles du basket classique. Les dimensions du terrain, des panneaux, de la balle sont demeurées les mêmes. Certains aménagements ont bien entendu été apportés. Il en est ainsi du dribble, les 2 pas classiques étant remplacés par 2 tours de roue. Cependant, l'esprit demeure le même. En particulier, les fautes personnelles connaissent une même sanction que chez les valides, le coup franc. Mais revenons auprès de Michel Dehan, qui, comme tous ses camarades, a su accepter son handicap, peut-être afin de le mieux dominer. J'étais chauffeur chez moi. Il n'est plus question d'ambitionner de conduire un camion. Non. Vous pensez quoi? Eh bien, je pense aller aussitôt au centre de rééducation, aller dans un centre de réadaptation professionnelle pour apprendre un métier. Au point de vue moral, ça va quand même beaucoup mieux. Ah oui, beaucoup mieux. Vous avez le sentiment d'avoir pu, en quelque sorte, un peu forcer le destin? Oui, oui. Ça doit faire du bien, non? Quand je me suis retrouvé à la verticale, enfin pas la verticale, mais j'ai eu la frousse parce que j'avais jamais descendu une pente comme ça. Et les 3 collègues qui avaient été choisis pour faire ce truc-là, ils étaient plus aguerris que moi. Moi, j'avais 18 mois de handicap à l'époque. Et j'ai pas eu le temps de réfléchir parce qu'il y avait des caméras qui tournaient. Donc je suis parti, quoi. Et puis, donc on est sur 2 roues. Et puis à un moment, j'étais déséquilibré. Je me suis retrouvé sur une roue. Et j'ai fini sur une roue, et arrivé en bas, la roue était en 8, le fauteuil ne roulait plus. Alors je ne sais pas si on avait changé le fauteuil ou la roue, et bien tout ça s'est coupé au montage, bien entendu. Voilà, en mai 66, on a créé l'association sportive des handicapés physiques de Grenoble, qui prendra le nom de Grenoble Handisport une 20aine d'années après. Donc mai 66, ça c'est donc le début, voilà, ça c'est, j'avais des élèves archers qui n'étaient encore pas très équipés, ils n'ont même pas de fauteuil correct. Il y a seulement un arc convenable, c'est celui de ma sœur Nicole qu'elle avait prêté. Le mien était un petit peu trop fort pour une initiation. Et le mien, c'est celui-là, et c'est celui qui m'avait été offert par vous, mes copains de promo. Et c'est Jean-Louis Guillermou qui était venu me chercher à Berck pour aller acheter cet arc à Paris.
Après, il y a eu Tel Aviv. Alors, Tel Aviv, c'était les Jeux paralympiques l'année où les valides étaient à Mexico. Remise de médaille par Louis Goodman, médaille par équipe, bien entendu. Et après Tel Aviv, on a vu l'honneur du Dauphiné libéré. Ça, c'était à la une, entouré de rouge. En fait, dans l'équipe de France de tir à l'arc à Tel Aviv, il y avait 12 personnes, dont 5 étaient de Grenoble. Et donc 4 sont venus médaillés. Donc il y avait Roger Grosjean, Monique Girard, c'est ma pomme, Mireille Marachin, Gino Marachin. Et après cette photo, on a eu des gens qui venaient faire du sport, des adhérents qui affluaient, et puis aussi une reconnaissance auprès des organismes auxquels on avait à demander quelque chose. Stockmanville 69. Ce sont les Jeux mondiaux dont je vous parlais tout à l'heure. En 69, la reine Elisabeth II était venue parce qu'il y avait de nouveaux bâtiments à inaugurer. Et elle avait serré la main de chaque capitaine d'équipe nationale. Et il se trouve que cette année-là, j'étais le capitaine de l'équipe de France handisport. Voilà, ça c'est une balade à Londres. On avait pris le train à côté de Stockmanville et on était monté avec nos fauteuils dans le fourgon postal, c'était de plein pied. On avait payé nos billets quand même, mais c'était plus pratique. Petite vidéo de Saint-Étienne. Ce sont des extraits. Saint-Étienne, 1er juillet, 21h15. À participer à ces Jeux dans l'honneur, pour la gloire sportive des handicapés. Notion. C'est un sport majeur, où les concurrents sur fauteuil peuvent se mesurer à armes rigoureusement égales avec les archers à 2 bras et 2 jambes en ordre de marche. Heidelberg, c'était les Jeux paralympiques, l'année où pour les valides c'était à Munich. Donc là on avait 2 archères et 2 nageurs qui avaient participé. À Heidelberg, c'était la première fois que des sportifs autres que ceux en fauteuil roulant participaient aux Jeux paralympiques. Il y avait donc des amputés et des aveugles par exemple. Ça, c'est le bureau de l'association à une assemblée générale en 1974. N'est-ce pas? Souvenir de Toronto. À Toronto, alors Toronto, c'était les Jeux paralympiques l'année où ils étaient à Montréal pour les valides. Cette année-là, on n'avait qu'une archère sectionnée, c'était Mireille Marachin. Il y avait des nageurs aussi de Grenoble Handisport, mais en tir à l'arc, c'est avec elle. En face de Mireille, c'est Gino Marachin. À gauche, il y a mon frère Yvon et ma belle-sœur Jacqueline. Et entre les 2 dames, il y a un ami que nous avions retrouvé là-bas et qui s'appelle Jacques Cadet. À la main droite, il a 2 doigts, comme vous voyez, et en guise de main gauche, il a un moignon seulement. Et il a été un très grand archer et un très grand entraîneur d'archer valide, avec ce handicap. Et c'était devenu un ami, il était venu à Grenoble. Voilà la voiture que l'on avait louée, sans commentaire. Alors je vais vous passer une vidéo, c'est sur l'année internationale, enfin à l'occasion de l'année internationale des personnes handicapées. On a vu pas mal d'actions, et en particulier au niveau départemental. Et là, c'est une interview de Mireille Marachin, qui était la secrétaire de Grenoble Handisport.
elle et moi, avons été les deux moteurs principaux de l'association pendant longtemps. Et nous étions aussi très proches. Bonsoir. L'année 1981 est l'année des handicapés. On parlera beaucoup des handicapés, on montrera beaucoup de handicapés, on vous racontera beaucoup d'histoires de handicapés. Je ne sais pas si on donnera beaucoup la parole aux handicapés eux-mêmes. En tout cas, c'est ce que nous avons voulu faire ici à Alpes Magazine. Alors aujourd'hui, invité sur ce plateau comme un certain nombre de personnalités qui ont été invitées ici, Mireille Marachin, qui est secrétaire générale du club des sportifs handicapés de Grenoble. On va bien sûr parler de vos différentes activités dans le cadre de votre handicap, mais c'est de vous, je voudrais que l'on parle, c'est-à-dire du handicapé, des handicapés, car finalement, vous avez des tas de choses à raconter, des tas de choses à dire, vous avez des tas de choses à dire sur vous-même, et peut-être à nous dire, à nous autres, que l'on qualifie de normaux. Alors, vous êtes handicapé depuis 40 ans, à la suite d'une polio. Comment avez-vous vécu, j'allais dire, le passage de la vie normale au passage de la vie de handicapé dans votre enfance? J'ai eu ma polio, effectivement, j'avais 13 ans, et le passage de la vie normale à la vie de handicapé, à cette époque-là, était assez difficile. C'était difficile parce que les handicapés ne sortaient pas, on en voyait très peu, la rééducation existait elle-même très très peu, et la scolarité également n'existait pas. On ne pouvait pas aller à l'école, j'avais 13 ans, je ne pouvais plus retourner à l'école avec mes amis, et bon, eh bien, disons que ça s'est fait assez mal. En 1981, j'ai l'impression que ça devrait se passer beaucoup mieux, et surtout par la suite. Alors si j'en reviens à cette époque-là, bon, eh bien, il y a eu un manque de scolarité. Ensuite, il a fallu essayer de se rééduquer, s'intégrer dans la vie, mais ça n'était toujours pas facile. Il a fallu essayer de travailler. Alors là, apprendre un métier, aller quand même dans un centre de rééducation professionnelle, et ça, c'était déjà à l'âge de 20 ans. Je n'ai commencé à travailler, à mener une vie active qu'à l'âge de 26 ans. C'est quand même pas très tôt pour commencer sa vie active. Et à partir de 26 ans, j'ai travaillé en tant que secrétaire. Et puis, je me suis mariée. J'ai adopté une fille. Je suis mariée avec un handicapé également, qui est poliomyélitique comme moi. Nous avons adopté une fille, elle est indienne. Et puis, nous avons continué de vivre. Mais disons que c'était très, très difficile à cette époque-là. Je disais il n'y a pas longtemps, lors de réunions qui se passent dans le cadre de l'année internationale pour les personnes handicapées, je disais qu'il y a une quarantaine d'années, sur les Champs-Élysées à Paris, on me refusait l'entrée dans un café. Bon, on me refusait l'entrée dans un café parce que ça gênait les personnes, ça pouvait gêner les personnes qui étaient là. Et au fond, je le comprends un peu, ça n'est pas tellement révoltant, c'était normal. On ne nous montrait pas, on n'osait pas sortir. Alors cette année, puisque c'est l'année internationale des personnes handicapées, nous voudrions qu'avec les médias, et en particulier avec la télévision, et c'est là où c'est très sympathique à vous de nous faire venir sur ce plateau, nous voudrions qu'avec vous, le public s'habitue à nous voir, à nous admettre, parce qu'en fait, c'est pas toujours très très facile. Les fauteuils roulants, on n'en voit pas encore tellement. Bien sûr, on est différent. C'est pas normal de vivre assis dans un fauteuil. C'est pas normal d'avoir 2 bras en moins. C'est pas normal d'avoir 2 jambes en moins. Mais en fait, c'est comme ça. On est différent, mais on a besoin de vivre. Bon, pour vivre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut essayer de supprimer les handicaps. On dit, en supprimant les handicaps, vous supprimez les handicapés. Pas tout à fait ça. On reste quand même handicapé, et je n'irai pas jusqu'à dire que on s'habitue vraiment
à cet état de handicapé quel qu'il soit. Oui, mais Mireille Marachin, est-ce que le premier handicap, finalement, ce n'est pas l'isolement par rapport à la société, par rapport aux autres? Alors ça, l'isolement, c'est certain que c'est un très très gros handicap. Et c'est un gros handicap en particulier pour les personnes qui sont un peu timides, pour les personnes qui n'osent pas avancer. Parce que vous parliez de ce que pouvait être le passage de l'état de valide à l'état de handicapé. Eh bien, il est évident qu'au long de ces 40 années, il a fallu forcer des portes, forcer des barrières. Et pour ça, il faut être un peu agressif. Et on nous reproche parfois, à nous qui sommes handicapés depuis longtemps, une certaine agressivité. Mais sans cette agressivité, aujourd'hui, moi, je ne serais pas là. Je ne serais pas à parler avec vous. Alors, est-ce que ce n'est pas justement ce nouveau sens des handicapés? On dit souvent que les aveugles ont un sixième sens, ou parfois un septième. Est-ce que les handicapés, en règle générale, n'ont pas un sens différent, autre que, j'allais dire, nous autres, gens normaux? On devient, j'allais dire, peut-être intellectuellement un peu plus fort. On devient peut-être même, j'allais dire, vous allez peut-être être surpris, mais plus leste. Je vous voyais avec votre fauteuil il y a quelques instants. Monter un trottoir. Monter un trottoir, ça semble d'une facilité. Je ne sais pas si moi, dans le fauteuil, je serais capable de le faire. Oui, vous serez capable de le faire quand vous aurez acquis l'habitude de le faire. Bon, eh bien, c'est évident. Pour monter un trottoir, il faut se basculer en deux roues et monter les petits trous et ensuite se débrouiller tout seul pour monter l'arrière. Bon, ça, c'est le sport qui nous a permis de le faire. Moi, jusqu'à 1966, avant que se crée à Grenoble une association sportive pour handicapés physiques, je ne savais pas le faire. Je ne savais pas monter un trottoir, je ne savais pas me mettre en deux roues pour marcher, pour rouler sur des terrains dénivelés, enfin en mauvais état. Eh bien ça, c'est pas un septième sens, c'est pas un autre sens, c'est simplement une adaptation. Hein. Nous avons des moyens différents. C'est pas tout à fait les mêmes que vous, et on essaie de compenser, on essaie de vivre avec ce qui nous reste et de vivre au maximum. Pas de vivoter. Alors justement, vivre au maximum, c'est quoi? Vous avez parlé d'un travail que vous effectuez, que font maintenant beaucoup d'handicapés. Beaucoup d'handicapés ont réussi, j'allais dire, à s'insérer dans une vie sociale normale. Comment ça se passe au niveau du travail et au niveau des loisirs? On va y venir avec le sport. Au niveau du travail? Au niveau du travail, c'est assez difficile. Hein. C'est assez difficile parce que tout d'abord, si je prends moi les handicapés physiques que je connais bien et les grands handicapés physiques, il faut tout d'abord que les employeurs soient d'accord et connaissent un peu nos problèmes pour nous accepter. Effectivement, nous avons nombre d'amis qui travaillent dans des entreprises, aussi bien dans des usines, soit intellectuellement, soit manuellement, qui sont très très bien intégrés. Mais néanmoins, c'est quand même une minorité. Il est évident qu'actuellement, avec la crise du chômage que l'on connaît, les handicapés ont encore plus de difficultés que les autres à se faire accepter et à trouver un emploi. Mais ça, c'est possible de le faire. C'est possible dans la mesure où, là aussi, les employeurs, les chefs d'entreprise, les administrations comprendront que nous pouvons faire un travail comme tout autre. Moi, je travaillais à la sécurité sociale, j'étais employée de bureau, j'ai une formation de secrétaire. Il n'y avait aucun problème. J'avais mon fauteuil roulant, il y avait seulement des ascenseurs et de grands ascenseurs par lesquels je pouvais monter à mon travail. Si les barrières architecturales sont adaptées, s'il n'y en a plus, ça doit se passer correctement. Oui, alors là aussi c'est un problème. On a vu petit à petit les trottoirs, j'allais dire, s'affaisser pour permettre aux handicapés. Dans certaines villes. Dans certaines villes. Comme Grenoble. Il n'empêche que lorsque vous avez envie d'aller, j'allais dire, faire quelques courses, vous devez quand même avoir un certain nombre de problèmes que nous autres n'avons pas. Oui, nous avons quelques problèmes. Bien sûr, il faut avoir une voiture quand on peut conduire. Avoir une voiture, ça veut dire qu'il faut la faire équiper manuellement. Et ça, évidemment, c'est très onéreux. À notre époque, ça coûte à peu près 7 000 francs, qu'elle soit une 2 chevaux ou que ce soit une Mercedes. L'équipement coûte le même prix. Il faut pouvoir avoir un logement adapté, c'est-à-dire où nous pouvons aller seuls. Et il faut avoir donc un travail aussi où nous pouvons aller seuls. Et puis, il faut que l'entreprise aussi accepte de nous prendre. Bon, et puis, faire ses commissions... je dirais qu'à partir du moment où on arrive à sortir son fauteuil, où on se fait aider, on arrive à entrer dans les boutiques. Il y en a de plus en plus qui sont accessibles. On a encore un problème au niveau des cinémas, au niveau des loisirs, parce que le fait d'avoir créé plusieurs salles dans un cinéma, par exemple, nous pose des problèmes de dénivellation. Et nous n'arrivons plus à choisir notre film. Nous devons d'abord choisir la salle, et ensuite le film si c'est possible.
Alors Mais- les loisirs, justement, Oui. on les Mhm. aborde. Mhm. Le grand loisir, on peut le dire, des handicapés, c'est le sport. Alors pourquoi le sport? Pas C'est- seulement le sport, je dirais, hein, parce que le sport, il est presque permis à tous les handicapés. Même les très grands handicapés peuvent faire au moins un sport, c'est la natation. Tout le monde flotte dans l'eau, qu'on n'ait ni bras ni jambes, on peut quand même tenir dans l'eau et arriver à se déplacer dans l'eau. Nous en avons qui le font. Le sport est une forme de loisir. C'est une forme de loisir et c'est un Et moyen. la plus développée au niveau de l'organisation, j'allais dire. Au du niveau de loisir. l'organisation, c'est vrai qu'en France, c'est la plus développée puisque nous sommes 6000 adhérents, 6000 licenciés handicapés physiques à faire du sport en France. Vous avez vos rencontres nationales, régionales, internationales, absolument. Nous avons une fédération dirigeante qui, comme toutes les fédérations sportives, est agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et nous avons, nous aussi, nos Jeux Olympiques, de même que les valides, tous les 4 ans, ceci depuis 1960. Et l'année 1980, ils se sont déroulés à Arnhem, en Hollande, et il y avait à peu près 1500 handicapés qui participaient. Quelle est la proportion de handicapés que vous recueillez dans vos associations sportives d'une manière générale? Est-ce que tout le monde vient facilement ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de réticences? Il y a encore des réticences et vous nous aiderez à faire passer ces réticences au niveau des handicapés qui écouteront des émissions, qui regarderont des émissions de télévision, parce que justement, il est encore des handicapés qui vivent encore un petit peu comme ça, qui pensent qu'ils ne peuvent pas pratiquer un sport, qui n'osent pas sortir, qui n'osent pas se montrer, parce que faire du basket, ça exige de se montrer, faire de la natation également, de se déshabiller, et quand on est handicapé, c'est pas toujours facile. Et je crois que vous allez nous aider dans ce domaine cette année et que ça se continuera. Alors, Mireille Marachin, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous l'ai dit, le but de cette émission était de vous donner la parole. Il nous reste 2 minutes. Je suis sûr que vous avez des choses à nous dire, autres que les réponses aux questions que je vous ai posées, sans doute des reproches à faire, j'allais dire, au reste de la société, à nous autres, les normaux, comme l'on dit entre guillemets. Alors ces 2 minutes, je vous les offre, elles sont à vous. des reproches, non, je ne crois pas que ce soit des reproches. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas connaître un problème s'il n'est pas lui-même concerné par ce problème. Si vous n'avez pas dans votre famille ou parmi vos proches des personnes qui sont handicapées, que ce soit visuelles ou que ce soit physiques ou que ce soit mentaux, vous ne pouvez peut-être pas comprendre ces problèmes. Mais nous, ce que nous espérons cette année, c'est qu'il y ait une information qui se fasse et une meilleure communication justement entre les personnes valides que vous représentez et nous-mêmes. Bien sûr, cette information, elle doit se faire par vous et avec nous. Nous devons nous handicaper. Là, je m'adresse à toutes les personnes handicapées qui regardent cette émission. Je leur demande de se mobiliser pour qu'avec les personnes valides, nous puissions avancer sérieusement cette année. Et je voudrais aussi que, bien sûr, ça débouche dans les années futures sur des réalisations concrètes qui sont évidemment l'insertion sociale, l'insertion dans le travail, une meilleure façon de vivre pour les grands handicapés. Je ne suis pas, moi, une grande handicapée. Je parle de ceux qui ont besoin, à longueur de vie, à longueur de jour et de nuit, d'une personne pour les aider dans les moindres actes de leur vie quotidienne. Alors ça, eh bien, je crois qu'il faudrait que tout au cours de cette année, ensemble, nous avancions vers ce but et que ça débouche effectivement sur des réalisations très concrètes. Mireille Marachin, je vous remercie. C'est moi. Pour ce soir, bonsoir. Quelques souvenirs. Ça, on était allés, les 5 de tout à l'heure, en Israël, 17 ans après. On n'était pas les seuls, on était avec des amis valides, pour pèlerinage un petit peu. Ouais. Ça, on m'a demandé de souffler 20 bougies, là. 30e anniversaire de Grenoble Handisport aussi. Alors maintenant, je vais aborder le tir à l'arc pour handicapés visuels. Alors, la première potence, alors, on n'avait pas appelé ça potence au début, c'est un nom qui a été donné après par d'autres. C'est un repérage tactile, en fait. Les pieds sont positionnés par rapport à la potence et on a un contact sur la main d'arc qui donne les indications en hausse et en dérive. En fait, on cherche à avoir toujours la même position par rapport à la cible. Ça, c'est le schéma de la première potence qui a été faite.
que j'avais publié en 1980. Après, on a fait le système IRIS, qui est un viseur sonore optoélectronique. On a un émetteur infrarouge qui est à la cible. Ça serait bien s'il était au centre, mais il y a trop de risques qu'il reçoive une flèche, alors on le décale et on compense par un angle pré-réglé. On a une lunette portée par l'arc, et quand cette lunette est bien alignée, on reçoit le maximum d'énergie lumineuse. On a ensuite un traitement électronique et un casque qui permet à l'archer d'entendre un son qui le guide dans sa visée. Notion d'angle d'approche. Le petit rectangle rouge représente le viseur, c'est-à-dire la lunette. Quand on est en dehors de cet angle d'approche, enfin de ce cône d'approche, on n'entend rien de particulier. Puis on entend un son quand on est aligné dans ce cône. Et le son est de plus en plus aigu quand l'alignement s'améliore. Cet angle d'approche est très important parce que s'il est trop petit, on peut tourner autour de la cible sans la trouver et être fatigué avant d'avoir trouvé la cible. Donc il faut un angle assez grand pour pouvoir assez rapidement effectuer la visée en recherchant le son le plus aigu. Le principe optique est indiqué ici. La lumière incidente converge comme vous le voyez, et à un certain endroit, on place un détecteur circulaire qui a exactement le diamètre de l'attache lumineuse à cet endroit-là. Ce qui fait que l'on reçoit toute l'énergie lumineuse. Et si on a un petit écart d'alignement, le détecteur et la tache lumineuse ne coïncident pas et l'on reçoit moins d'énergie. Voici les sons entendus. On voit que l'angle d'approche est d'environ 10 degrés. L'archer a un réglage à sa disposition qui lui permet de choisir le son le plus aigu qu'il entendra. Si je prends le réglage rouge par exemple, le son obtenu pour un alignement au bord du jaune diffère d'au moins un ton du son le plus aigu au centre, c'est-à-dire qu'une oreille normale est capable d'entendre la différence. Et on a une évolution sur 5 ou 6 octaves. Donc il y a l'émission ici, après préamplification, une amplification dans le boîtier, et puis le casque d'écoute. La seule chose qui soit à disposition de l'archer, c'est un réglage ici qui lui permet d'avoir le son le plus aigu qu'il entendra. Et comme l'oreille est sensible à peu près au logarithme de la fréquence, on a fait une amplification exponentielle avant, qui fait qu'on entend le logarithme de l'exponentielle, donc ça restitue approximativement une impression linéaire dans la progression du son. Bon, notre vidéo. Le reportage ne présente le sujet qu'après une petite intro. Il faut ménager le suspense. Olivier ne doit donc pas présenter la chronique en annonçant que nous allons parler de... Eh bien, on va le savoir tout de suite. Voilà, on regarde. Le tir à l'arc pour handicapés visuels a commencé à Grenoble il y a une quinzaine d'années. Le système était très élémentaire, il s'agissait d'un repérage tactile. Mais comme, contrairement à ce qu'on imaginait au début, les aveugles avaient envie de tirer à l'arc, il a paru souhaitable d'avoir un système qui soit beaucoup plus proche de ce que font les valides, les voyants. C'est-à-dire que le système ancien était un repérage où on avait à rechercher une position, tandis que maintenant on a une vraie visée, c'est-à-dire que l'arc, le bras d'arc sont complètement libres de tout contact, de tout appui,
et on a une visée qui ressemble beaucoup à une visée d'un archer voyant. À la cible, nous avons un émetteur infrarouge et l'archer a un arc muni d'une lunette. Cette lunette, qui ressemble à une lunette classique, est orientée vers l'émetteur et plus le son est aigu, plus l'alignement est bon. Et quand on a un son qui est le plus aigu, l'archer peut décocher, il est bien aligné. C'est un copain qui était lui-même archer, non-voyant, qui m'a fait connaître ce sport. Et puis j'ai commencé à faire quelques entraînements et puis tout de suite ça m'a plu. Et puis voilà, et puis maintenant ça fait 7 ans que j'y suis et j'espère encore faire de nombreuses années. C'était ça la surprise. Non, mais parce qu'on ne voulait pas vous dire que c'était du tir à l'arc pour handicapés visuels. Alors pourquoi cette machine est exceptionnelle? Parce que ça existait déjà avec les fusils. Mais en fait, quand on sait que les personnes qui tirent à l'arc aiment bien tirer dans la nature, on a difficilement des prises électriques. Or ça marche sur des petites batteries et on peut aller tirer dans les forêts, on peut aller tirer bien sûr sur des stands de tir, enfin sur des endroits spéciaux et réservés à cet effet. Et voilà, c'est génial, quoi. Bon, parfait. Cela dit, les coordonnées pour essayer de savoir où on peut pratiquer ce sport. On peut en tout cas en savoir plus en s'adressant à l'association Grenoble Handisport. C'est Grenoble Handisport qui a mis au point ce matériel. L'association Grenoble Handisport se trouve 185 rue Curie, 38 340 à Vorep, avec un numéro de téléphone le 76 50 80 04. Parfait, merci Jacques. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont observé qu'il y avait un petit bout de fauteuil qui dépassait chaque deux gens dit les paraplégiques. Et je ne sais pas si vous avez observé aussi que tout était écrit en gros, l'association, l'adresse, le téléphone, et qu'en plus c'était lu. C'était dit, c'est prononcé, on disait l'adresse, le téléphone, c'est pour que des non-voyants ou des malvoyants puissent les percevoir. Alors Jacques de Gendy, je l'ai rencontré par hasard. J'étais à Paris, à la résidence de la Fédération Française Handisport. Moi, je devais être pour mon boulot, je pense. Et puis, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Et il y a quelqu'un qui vient s'installer à la table juste à côté. Là, on était les seuls dans le coin. En train de déjeuner tous les deux. Puis, au moment, j'ai lié conversation, quoi. Et puis, je me disais qu'il était journaliste, qu'il venait faire son émission à Matin Bonheur. Il habite sur la Côte d'Azur. Il fait une émission... une fois par semaine sur les problèmes de handicap dans Matin Bonheur. Donc j'étais là pour ça. J'ai été amené à lui dire que je travaillais sur Iris, sur un système de visée sonore pour archers aveugles. Il me dit mais ça existe déjà. J'ai répondu oui, ça existe déjà, mais c'est nous qui l'avons fait. En fait, il devait penser au système qui existait déjà depuis un certain temps pour le tir à la carabine. Et ce système n'était pas utilisable pour le tir à l'arc. Et puis, on est resté en contact. Et un jour, il est venu avec un cadreur à Grenoble. Ce que vous voyez là, c'est mon jardin, quoi. On a fabriqué quelques exemplaires qui ont été vendus dans plusieurs pays d'Europe. On a eu aussi des honneurs de la presse, locale, bien entendu, nationale. Il y a quelques titres assez prestigieux là-dedans. Et étrangers, les deux premiers, ce sont des quotidiens, et puis les autres, ce sont des journaux sportifs. L'Institut national polytechnique de Grenoble m'avait demandé de présenter Iris dans son stand à la Science en Fête en 1994, parce que j'ai eu l'occasion de travailler, enfin moi je faisais ça à titre bénévole dans le cadre de Grenoble Handisport, mais j'ai eu affaire à des collègues électroniciens en particulier pour m'aider à faire ces trucs-là, donc les labos ont été un peu concernés. Alors ce sont les politiques du coin, ça, et puis ça, ce sont les collègues avec qui j'ai travaillé, les représentants d'INPG, c'est le président qui tient l'arc, là. On a eu quelques autres récompenses.
Ah, je vais vous passer une autre vidéo. Voilà, c'est parti. Comme chaque soir, je vous retrouve en direct de Clermont-Ferrand sur la place de Jaude avec ce soir une petite mise en scène particulière, tout simplement parce que nous avons la chance d'avoir comme invité en ce mercredi soir Sébastien Flûte, le champion olympique de tir à l'arc. Ça va, Sébastien? Très bien, ça va, impeccable. Combien est-ce qu'il te faut de temps à peu près pour te concentrer juste avant de tirer, Sébastien? Voilà, 5-6 secondes à peu près, à peine plus. Ah bon? Bon, bah alors si je calcule bien, il me reste à peu près 2-3 secondes pour juste m'enlever de la cible. Top, générique. Avec le champion olympique de tir à l'arc de Barcelone en 92, Sébastien Flûte, installé à Clermont-Ferrand depuis quelques années. Un Sébastien Flûte avec qui l'on passera 35 minutes en direct comme chaque soir. Bonsoir à tous, on est en public. Comme vous pouvez vous en apercevoir, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir jeunes gens, bonsoir monsieur, bonsoir mademoiselle. Tout va bien, parfait. On est donc parti pour 35 minutes. On est ravis avec encore une fois un beau temps. On est en plein centre de la France avec un Sébastien Flûte, donc champion olympique de tir à l'arc. Sébastien, je crois que toute ta vie, tu te souviendras d'une date. C'est le 3 août 1992. On va d'ailleurs tout de suite voir des images parce que certainement s'il n'y avait pas eu ce 3 août 1992, tu serais peut-être pas là aujourd'hui en fait. Non, ça c'est évident que je ne serais pas là, c'est sûr. Oui. Bon, ça reste un moment exceptionnel. C'est vrai que même si à l'avenir, ce que j'espère, je gagnerai une autre médaille, ça n'aura jamais la saveur de la première médaille, c'est sûr. Et puis aussi peut-être le même impact parce que tu peux être plusieurs fois champion du monde, mais rien ne remplace une médaille olympique au niveau impact du grand public. Hein. Bon, ça c'est clair, avant d'être champion olympique, j'étais champion du monde, champion d'Europe et on parlait pas beaucoup du tir à l'arc et maintenant il a fallu juste une petite médaille, enfin une médaille en plus et maintenant on en parle beaucoup plus et c'est très bien. Et bien voilà, justement, regarde comme elle est belle cette médaille. Et pour des performances qui nous paraissent tout à fait géniales pour nous, parce qu'on voit, parce qu'on perçoit tout. Et aujourd'hui, on va parler du tir à l'arc pour les non-voyants. Elle est à mes côtés, monsieur Didier Ayou, qui est délégué de la Commission nationale du tir à l'arc de la Fédération française handisport. De reprendre toujours la même position face à la cible. Et puis... on peut l'applaudir. Hein. Sa main d'arc se repère sur une petite pointe qui est montée sur un flexible, sur un ressort. En aucun cas, ce n'est un point d'appui. Et ça lui permet, grâce à ce repère, de s'orienter exactement dans l'axe de la cible. Deuxième système. Allons-y Sébastien. Un système là encore plus technique, encore plus technique. Je crois. Hein. Et c'est un monsieur qui s'appelle René David, qui est chercheur au SNRS et qui a inventé le système sonore. Attendez Laurence, s'il vous plaît, soyez gentils messieurs. Chut, voilà. Il y a quelqu'un qui doit tirer avec le son. Alors un minimum de concentration, c'est voilà. tout. Alors le système sonore, c'est quoi et quel est le principe encore une fois? Alors le principe, c'est une émission d'un infrarouge à la cible et sur l'arc, on a une lunette qui est un récepteur et lorsque la lunette est bien alignée avec cet émetteur qui symbolise le centre de la cible... C'est ce qu'on est en train de voir à l'écran là. Hein. On a un son qui est transmis à l'archer et le son est d'autant plus aigu que l'alignement est bon. Alors le premier système, c'était un repérage tactile. C'est parce que les aveugles ont montré de l'engouement pour ce système que nous avons inventé, disons, un deuxième système d'une deuxième génération qui se rapproche beaucoup du tir des valides dans la mesure où on a une vraie visée. Dans le premier système, on a un repérage par une position. Là, on recherche vraiment le centre de la cible par un son. Alors là, Gérard, qu'on va voir donc justement tirer avec ce système, on va entendre, en fait, le système de son va du plus aigu au plus grave quand on se rapproche de la cible, c'est ça? On va du plus grave à l'extérieur au plus aigu au centre. D'accord, donc on va le voir, depuis combien de temps? Le petit bip bip qu'on est en train d'entendre, c'est justement pour lui permettre de se positionner. Hein. Alors Gérard, lui aussi, a un beau palmarès à son actif. C'est Bernard. C'est Bernard, oui. Oui, c'est un excellent palmarès. Il est champion de France. On va donc le voir à l'œuvre. Et en fait, ce système de visée sonore s'est exporté également à l'étranger. Alors, l'étude a été terminée en fin 92. Et depuis, nous avons fabriqué 14 systèmes, dont un a été acheté en Angleterre et puis 14 sont utilisés en France.
Et actuellement, nous avons eu des pays comme l'Australie, la Belgique et 4 autres pays qui nous ont demandé des renseignements sur ce système. Bon, évidemment, Bernard est en train de tirer une distance de 10 mètres parce qu'on était limité au niveau de la place, mais normalement, les distances se font à combien de mètres de la cible? La distance qui sépare le tireur avec la cible? La compétition standard pour les non-voyants est à 18 mètres et parfois à 25 mètres. D'accord. Pascal et Sébastien? Non, lui, mais moi je voudrais une réaction de Sébastien. réaction, oui. Déjà, la réaction de Sébastien, je ne sais pas si on a pu s'en apercevoir depuis le début de la rubrique, c'est qu'il est baba. On est impressionné. Oui, parce que j'ai essayé le système tout à l'heure, ce système-là avec le son, là, et c'est vraiment pas évident. Hein. Ça demande un peu de pratique. Bon, c'est vrai que j'arrive à me positionner rapidement par rapport à la cible. C'est ce qui me paraît être le plus dur, mais c'est vraiment fort. Hein. Là, j'avoue que... Est-ce qu'on peut imaginer que Sébastien, justement, nous montre un petit peu une mise en application avec votre engin de haute technicité ou pas? Alors, tout à fait. Comme c'est un archer de très haut niveau, il s'adapte très vite. Ceci dit, on ne peut pas lui demander les performances qu'il ferait avec un viseur parce qu'il faudrait un petit peu d'apprentissage, mais il peut tout à fait le faire maintenant. Surtout que ça mettra encore plus en valeur justement les performances de nos amis non-voyants. Équipe-toi, voilà, Sébastien. Pendant ce temps-là, peut-être, ce qui serait bien, Laurence, pendant que Sébastien s'équipe, c'est qu'on... Donc, maintenant, pour Sébastien, il ne te reste plus qu'à enfiler le petit casque. Voilà. Un casque qu'on relie donc à l'émetteur. Parfait. Voilà. Et ensuite, il va se mettre en position. Voilà. Bon. Tout ça, bien sûr, se faisant en direct, donc ce qui explique un petit peu la lenteur un peu de cette rubrique, la mise en place, la concentration nécessaire pour les athlètes. Ça suscite l'applaudissement quand même. Hein. Ce serait bien que ce soit un petit peu plus fort aussi. Voilà. Merci. Tu peux nous commenter en même temps, Sébastien, ou pas? Difficile, je pense. Ouais. Faut qu'il se concentre sur le son. Pas mal. Ouais. Pas mal. Ah ouais, champion olympique quand même. Ouais, c'est là où on se rend compte qu'en fait, la visée, ça représente qu'un très faible pourcentage dans le résultat. C'est vraiment la manière de se positionner par rapport à la cible. Et là, on a l'exemple parfait, quoi. Tu nous fais une autre petite tentative, et puis après, on remerciera tous nos amis. Monsieur David. Superbe image, là. Je voudrais faire un commentaire sur les résultats apparents. Pour les gens qui ne sont pas initiés, ce qui importe, c'est le groupement. Les archers sont dans des conditions qui sont difficiles et ne sont pas forcément réglés au centre. Ce qui importe, c'est le groupement des flèches. Voilà, très bien. Laurence Nové, on se retrouve demain. Je ne sais pas si une fois dans la semaine, vous allez faire une ovation à des gens qu'on va avoir, mais je voudrais quand même que vous leur réserviez une ovation parce que ce sont vraiment des gens extraordinaires. Merci beaucoup, messieurs. Allons-y. Merci. Bravo. Voilà. Bravo. Quand on nous avait invités à participer à cette émission à Clermont-Ferrand, j'étais parti avec l'idée de faire tirer flûte avec le système Iris. Et je savais qu'il était gaucher, j'avais préparé un arc de gaucher, j'en avais pas avant d'arc de gaucher. Et quand je suis arrivé, parce que nous on arrivait de bonne heure, lui c'était la vedette, il arrivait bien plus tard. Donc je suis allé voir les journalistes qui s'occupaient du truc et je dis, ben voilà, moi j'aimerais bien que flûte tire avec le système Iris. Et ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas d'accord, leur argumentation était du genre, on ne va pas l'embêter avec ça. Je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous m'autorisez à lui parler quand il arrivera? C'était quand même difficile de refuser. Alors, j'ai expliqué à Flûte ce qu'on avait fait, je lui ai fait écouter le son sans tirer de flèche, et vous connaissez la suite. Et le boulot. Bon alors, je vous dis rapidement sur les sujets sur lesquels je m'étais spécialisé, les automatismes logiques, le test aléatoire de circuits digitaux, l'évaluation de performance de systèmes de production, réseau de pétri continu et hybride, ça c'est beaucoup plus ésotérique. Automatisme logique câblé, bon ça a été mon travail de thèse. Et là par exemple, il y a une table de manip qui avait été faite selon mes besoins. Et ce simulateur que je l'avais fait avec l'aide d'un technicien du laboratoire. Parce que c'était pour mon possibilité. Donc, j'avais défini une cellule, donc il y a un certain nombre de cellules qu'on voit ici. Faire quelque chose d'un peu significatif.
À cette époque-là, on n'utilisait pas les rétroprojecteurs et encore moins PowerPoint. On utilisait les diapositives et complété par tableau noir ou tableau papier. Alors moi j'avais utilisé ce tableau papier que j'avais fait faire aussi selon mes besoins. Voilà, ça c'est la réalisation des cellules qui ont été faites. Mais quelques années après, au milieu des années 70, il y a eu l'arrivée des microprocesseurs. Et à ce moment-là, les automatismes logiques câblés, ça a été fini. Alors, on a travaillé avec des chercheurs de mon équipe sur les automatismes logiques programmés et aussi la définition et la diffusion du graph-set. Le graph-set, c'est un outil pour modéliser les automatismes logiques complexes qui a été défini par un groupe de Français où il y avait des universitaires et des industriels. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui font des études techniques, ils entendront tous parler du graph-set. Alors j'avais écrit un bouquin avec mon copain de mon équipe à Sanala qui a été traduit en chinois. Et un jour, on m'a envoyé la traduction et on me demandait de signer un papier s'il était d'accord avec la traduction. Alors j'ai écrit que je faisais confiance au traducteur et j'ai signé. Et puis on m'a donné aussi une maquette de la couverture. Et sur cette maquette, il y avait graph-set qui était écrit en gros et Petri c'était écrit en chinois. Alors j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que Petri c'est en chinois et graph-set ça ne l'est pas? On m'a dit, mais c'est parce que M. Petri c'est un mathématicien allemand contemporain. Il est venu en Chine il y a quelques années, donc il y a une traduction officielle de son nom. Et ben, je dis, c'est l'occasion de faire une traduction officielle de graph-set, ce qui a été fait. Voilà, accessoirement, une petite bio en chinois. Pardon? Oh, tu rigoles? En Chine, 2 fois on m'a pris pour un Chinois. Mexique. Je suis allé en 1976, c'était mon premier voyage professionnel hors d'Europe. Et au Mexique, comme dans tous les pays un petit peu exotiques, je n'y allais que si je connaissais quelqu'un. Parce que là, c'était un gars qui avait préparé sa thèse avec moi. C'est lui qui m'avait trouvé un hôtel accessible, il n'y en avait pas beaucoup. Il s'était arrangé pour qu'il y ait un chauffeur de l'université qui vienne me chercher tous les jours. Et je savais que s'il y avait un problème, je pouvais compter sur lui. La Chine, c'était aussi pas un pays facile. En rouge, là, c'est l'annonce de mon cours sur le campus. Et mon copain Ye Luchin, c'est lui qui m'avait invité. Là-bas, il a travaillé dans notre laboratoire pendant 2 ans. Et je l'avais vu quelques mois avant de partir. Je partais en octobre, j'avais vu en juillet. Il me dit, j'ai dit au président de l'université que tu étais handicapé, que tu étais en fauteuil roulant. Il me dit, parce que si je leur avais dit avant, tu n'aurais pas pu y aller, il serait arrangé pour que tu n'y ailles pas. Mais il l'a dit à un moment où tout était devenu irréversible, tous les papiers étaient faits. Et alors il dit à la présidente, j'ai oublié de vous dire, monsieur David, il est en fauteuil roulant. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Je pensais que ça n'avait pas d'importance. Alors chacun savait que l'autre savait que... Et dans la cité interdite où on est là, c'est le jour de ma vie où j'ai monté et descendu le plus de marches. Et donc, Luchin, il trouvait toujours des Chinois qui étaient pleins de bonne volonté autour pour aider. Donc, il y avait 4 personnes, 2 devant, 2 derrière, ça montait, ça descendait, un ascenseur. Tout. Et lui, comme il ne voulait pas avoir l'air fainéant, il faisait partie toujours des 4. Et le soir, il était crevé. En Inde. Alors là, c'est avec mon co-auteur Hassan Allah. On avait fait un cours en Inde. On avait été invité par notre ami Partha. Partha, c'est un Indien qui a fait une thèse dans notre laboratoire. Et quelques années avant, il avait fait une maison. Il m'avait demandé des tuyaux pour qu'elle soit accessible en fauteuil roulant. Et il me dit, un jour, tu viendras peut-être. Je dis, non, moi, je ne pensais pas y aller. J'étais déjà allé en Inde, mais je n'avais pas du tout l'intention de retourner. Mais je me suis dit, de toute façon, ça peut servir à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Et puis en fait, après ce cours, qui n'était pas du tout prévu à l'époque, j'ai passé une semaine chez lui, et puis j'étais bien content que ce soit accessible. Et
Et puis c'était la semaine de Noël, on avait passé Noël dans le jardin, en chemisette, voilà. USA, alors j'ai eu Los Angeles, c'était mon premier voyage aux USA, j'avais eu la frousse un peu d'y aller avant. Mais j'ai regretté parce que je me suis rendu compte que pratiquement tout était accessible là-bas, que tout était plus facile qu'ailleurs. Après j'en ai profité, je me suis rattrapé. C'est à Disneyland, c'est le premier Disneyland qui a été créé, c'était celui-là. Donc on était accueillis avec un dépliant où il y avait ce qui était possible, ce qui ne l'était pas, où il y avait des toilettes accessibles, etc. Enfin, voilà. Et puis un parking, voilà, ça c'est le parking pour handicapés seulement, voilà. J'avais jamais vu un parking comme ça, quoi. Alors, test aléatoire des circuits digitaux, je reviens sur le deuxième sujet. Quantitativement, je pense que ça a été le sujet le plus important, je dis bien quantitativement. Et voilà, bon, on va avoir l'occasion d'en reparler, et même tout de suite avec une vidéo. Donc là, j'avais été invité à participer à cette émission par quelqu'un qui était à l'Anvar et qui gérait un brevet que nous avions pris. Bonjour, aujourd'hui 6e numéro du tremplin des inventeurs avec, comme à l'habitude, le journal des anciens. Alors numéro 1. Alors on va maintenant passer au candidat d'aujourd'hui. Le candidat numéro 1 est M. René David, chercheur au CNRS. Il a inventé une machine à tester les puces, entendez microprocesseurs. Numéro 2, M. Paul Barbenès. Il nous présente une sorte de bureau magique. Numéro 3. Ensuite, M. Fèvre, une guitare. Alors, pour dialoguer avec ces inventeurs, bien sûr, comme d'habitude, un invité, M. Serge Dassault. M. Dassault, bonjour. Bonjour. D'abord, merci de passer cette heure avec nous et merci d'essayer de détecter un petit peu s'il y a parmi tous les gens qu'on vous présente aujourd'hui, des gens que vous voulez aider. Peut-être. Peut-être. Je rappelle que vous êtes polytechnicien, que vous avez fait l'École nationale supérieure de l'aéronautique, que vous êtes ingénieur de l'armement, que vous êtes un patron depuis longtemps. Alors comment on fait pour trier le bon grain de livret? C'est nous qui développons nos produits. Oui, mais enfin, vous avez le pressentiment que quelque chose va marcher ou... Nous cherchons à développer des produits en vue de marché. Et comme nous sommes déjà dans un certain nombre d'activités, nous développons nos produits. Par exemple, nous avons une activité militaire et civile. Dans l'activité civile, nous cherchons à développer des produits actuellement pour... Il faut choisir les bons créneaux, ceux où il y a des clients. Et vous me disiez qu'on cherchait à l'intérieur de la société Serge Dassault. C'est un petit peu le cas de toutes les grandes sociétés qui ont leur propre laboratoire de recherche. Est-ce qu'on laisse quand même de temps en temps pénétrer une idée de l'extérieur? En ce qui nous concerne, c'est extrêmement rare, car... Pourquoi? Parce que nous avons une activité spécifique et que nous connaissons bien, et nous ne cherchons pas à innover dans les domaines que nous connaissons mal. Alors nous suivons des chaînes de produits, et nous lançons dans un produit que nous développons, que nous améliorons petit à petit, que nous perfectionnons en fonction des besoins des clients. Et si l'idée du siècle arrive de l'extérieur un matin sur votre bureau, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas, il faut voir, parce que nous avons actuellement tellement d'activités et tellement de travail que nous ne cherchons pas des idées venant de l'extérieur, nous en avons entre nous-mêmes. Ah bon? Actuellement. Vous les vendez, non? Nous les vendons parfois aux autres sous forme de licence, surtout à l'étranger, quand nous le pouvons. Bon, bah écoutez, on va tout de même essayer d'aller tous les deux voir, bien sûr, sur le terrain, si quelque chose est susceptible de vous intéresser. Puis vous pouvez aider d'une autre manière d'ailleurs, par vos conseils par exemple. Alors, le premier candidat, allez-y, est Monsieur René David. Bonjour Monsieur David. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et que vous avez mis au point une machine à tester les puces. Alors, les puces, c'est ça.
Ça se présente c'est comme une ça. puce. Là, c'est une puce. C'est un microprocesseur. Oui, c'est-à-dire qu'on appelle ça puce parce que... Il y a des puces d'autres natures qui sont on plus a vu simples tout ou plus, ça plus complexes. dans les publicités, mais en réalité, le terme est microprocesseur. On trouve ça partout. Oui, enfin, dans des applications aussi variées que des machines à laver ou des navettes On en a spatiales. plein à la maison, on ne sait pas d'ailleurs. C'est bien possible. Plein de puces chez nous. Et Ouais, bon. ouais. Bon. Alors, pourquoi faut-il tester les puces? Ce sont des matériels qui sont extrêmement complexes, comme on vient de le dire. C'est un petit peu le cerveau d'un microcalculateur. On sait faire ces matériels, mais après, on sait moins bien déterminer s'ils fonctionnent ou pas. Donc il faut les tester. On a vu à l'instant le ventre des puces quand on les ouvre, eh bien c'est ce que vous venez de voir. Alors pour les tester, il y a des méthodes connues, classiques, qui existaient déjà, et qui étaient des méthodes systématiques, c'est ça? Oui, qu'on appelle déterministes. Oui. Si vous permettez, je vais m'expliquer avec une calculette. Je pense que tout le monde a vu une calculette. Il y a une puce dans votre calculette? Oui, bien sûr. D'accord. Si vous voulez savoir si cette calculette fonctionne, vous allez faire un certain nombre d'opérations. Une addition, une multiplication, etc. Et puis, si vous avez fait ces opérations avec des nombres à 2 chiffres, vous allez peut-être vous dire que c'est insuffisant, qu'il faut faire des opérations avec 7 ou 8 chiffres. Et puis, vous allez compliquer votre séquence en disant il faut appuyer au moins une fois sur chacune des touches, etc. Ça c'est les méthodes connues actuellement. Voilà. Et lorsque vous avez une méthode qui vous paraît satisfaisante, vous l'enregistrez. Si vous permettez, je vais vous montrer ici. Le circuit à tester est donc ici, et on a enregistré une séquence. D'accord. Deuxième possibilité. C'est celle que vous avez mise au point. Alors, on appuie sur les touches complètement au hasard, presque complètement. D'accord. Et pour s'assurer que ça fonctionne bien, on fait la même opération sur une autre calculette dont on sait qu'elle fonctionne. Et on compare au fur et à mesure si on a exactement le même résultat. Alors, le schéma est présenté ici, c'est-à-dire que ce générateur de séquences pseudo-aléatoires pour une puce, donc qui est maintenant celle-ci, est envoyé sur 2 circuits et on compare les résultats. C'est ça. Si les 2 sorties sont toujours les mêmes, on considère que le circuit est bon. Bon, réaction de Serge Dassault. Vous avez des puces, vous, dans votre entreprise, oui, on a plein non? de puces, seulement nous ne les fabriquons pas, nous les achetons. Et vous les testez avec du matériel américain? Nous ne les testons pas toujours, non. Ah bon, vous prenez des risques. Nous faisons confiance aux fournisseurs. Alors, je crois que cet appareil pourrait intéresser plus les fournisseurs de ces microprocesseurs. Il y a ceux qui fabriquent et qui doivent s'assurer qu'ils vendent Mais vous pensez pas, du bon matériel. Monsieur Dassault, qu'il y a un double contrôle à faire, parce que le fournisseur va vous dire, moi, les puces que je vous livre, elles sont fiables, pas de problème. Oui, cela dépend aussi si le matériel coûte cher. Le test est plus long, puisque pour trouver ces 60 circuits défectueux, il a fallu 80 000 instructions, alors que le test déterministe était de 1000 instructions. Oui, mais il faut mentionner quand même que ce test, même s'il est plus long, ne dure que 3 dixièmes de seconde. Secondes, alors on parle alors, pas de... pour les coûts, j'ai mis des choses qui étaient très approximatives, hein, mais le coût est à peu près 100 fois plus faible et le volume environ 10 fois plus faible. Bon, alors... Mais néanmoins, l'autre testeur déterministe qui existe a d'autres possibilités que n'a pas celui-ci. Bon, alors on va demander à celui-ci ce qu'il sait faire, tester les puces, allez-y, on va voir combien de temps ça prend. Bon. On va en tester, il y en a 2 ici qui sont branchés, 1 et 2. On en teste une, allez-y, vous allez pianoter sur ce clavier. Alors ici, bon, il n'y a rien à pianoter parce que j'ai préparé la séquence, mais si j'appuie sur cette touche, le test est terminé, ça a duré 3 dixièmes de seconde à peu près, j'ai mis une séquence qui faisait 100 000 instructions aléatoires. Et ce circuit est correct. Mais alors, il y a un paramètre important dans cette opération, c'est le prix. Parce que suivant le coût, on peut effectivement, pour une utilisation relativement modeste, se payer ce matériel. Oui, alors, regardez le prix. Il n'y a pas de prix. Ce prix est très approximatif. Oui, mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est que le matériel qui est à l'intérieur, si on l'achète, coûte environ 20 000 francs. Bon, vous multipliez par un coefficient, vous êtes certainement plus à même que moi de l'évaluer, ce coefficient. Enfin, c'est ça de l'ordre de 100 000 francs. De 100 000 francs, 150 000 francs. Ouais. Je mentionne que le testeur, c'est seulement pas... cette partie. Ouais. Ceci a été ajouté parce que ceci est un dispositif expérimental. Donc mais pour qui ne 100 serait 000 pas nécessaire francs, dans on une peut explication. tester un microprocesseur par rapport à un qui est supposé bon. On appuie sur un bouton, il y a une lampe qui s'allume et ça va bien. Voilà. Mais là, ça dépend du type de circuit. Alors il faut que chaque fois qu'on change de type de circuit, on change le programme de votre système ou pas? Il n'y a pas de programme, mais on peut effectivement entrer un certain nombre de données qui sont relatives au circuit. Mais ça pourrait se faire soit par un clavier, soit par une Pas carte. toujours les mêmes types de microprocesseurs, on n'a pas le même usage.
L'objectif... je trouve, là, tout d'un coup. Ah, c'est une question de prix. Et ça vous paraît cher par rapport non, à c'est pas cher. Non. Non, c'est pas cher. Pour un matériel de ce type, de test, c'est pas très cher. Et pourquoi vous ne voyez pas l'expérience, vous, chez vous, d'un prototype? Pour en acheter un. Pour en acheter un. Pour ce prix-là, c'est pas impossible. En tout cas, il faut le construire, il n'est pas construit. Mais c'est ce que nous cherchons à faire, trouver quelqu'un qui veuille bien le construire. Bah écoutez, vous pouvez peut-être vous entendre. Parce En que tout cas, si on fait des ne tests fabriquons pas ce genre de reconnus matériel. par... Non, mais enfin, on peut peut-être s'entendre. Et si vous permettez que l'un soit testé chez vous pendant, je sais pas, 1 an, eh bien, ça donnera peut-être à M. David l'opportunité d'aller... Je crois que M. David devrait voir plutôt les fabricants de matériel de test. Mais vous pouvez imposer à vos fournisseurs de tester avec ça? Ah non, mais c'est nous qui achetons. Justement, si vous me permettez de rajouter un mot, vous avez dit que vous ne testiez pas vos circuits, et je pense que dans beaucoup d'entreprises, ça n'est pas fait parce que les testeurs qui existent sont trop chers. Oui, c'est ça. En fait, on les teste, mais je pense qu'on ne teste pas cela. Mais on teste nos circuits, on les contrôle en tout cas. Mais ça, je crois que vous devriez voir d'abord les entreprises qui fabriquent des microprocesseurs, parce que ceux qui ont intérêt à vendre des bons produits, et puis ensuite aller voir les entreprises qui en utilisent, mais qui en utilisent des nombres importants. Nous, on n'utilise pas énormément. C'est ce que nous faisons. Je pense que maintenant, ce qui a été fait dans notre laboratoire est connu, mais peut-être qu'il y a encore une petite barrière psychologique. Ce matériel n'existe pas aux États-Unis? Non, pas sous cette forme-là. Vous vous rendez compte? Vous pourriez aussi trouver des fabricants aux États-Unis. Mais vous les connaissez, vous, les fabricants américains? Oui, on achète. Bon, alors on ira puiser dans votre carnet d'adresse. D'accord. Bonne chance, M. David. Merci. Merci. Au revoir, monsieur. Alors là, on passe à quelque chose de tout à Pardon? Tu aurais dû dire que tes fournisseurs, tu serais acheté ton appareil. Ah ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Bon, ben, à ce moment-là, j'avais déjà des contacts avec un grand fabricant américain qui avait quelqu'un qui représentait cette grande marque de testeurs en Europe, à Londres. Et on avait eu un contact avec le gars de Londres qui était très intéressé, qui a envoyé des trucs à sa société, mais il n'y a jamais eu de suite. Et après, il y a eu d'autres trucs, mais enfin, je ne vais pas passer du temps là-dessus. Stanford, 86. J'ai passé 3 mois à Stanford, c'était intéressant. Ça, c'est la voiture que j'avais louée. Et ça, c'est l'accélérateur et frein, donc c'est le même levier. On tire, on accélère, on pousse, on freine. C'est très pratique. Pas toujours pour les démarrages en côte, comme à San Francisco, mais enfin, c'est très sommaire, mais on peut mettre ça sur une colonne de direction de façon très simple, c'est de la mécanique, puisqu'ils ont tous des boîtes automatiques, et on trouve des voitures à louer dans tous les grands aéroports. Moi, j'en ai loué peut-être 8 ou 10 fois là-bas. Et quand j'étais à Stanford, là, j'avais rendez-vous le premier jour où je travaillais, à 9h du matin, avec 2 personnes. La personne responsable de l'accueil des handicapés, la personne responsable des bâtiments du campus. Et ils m'ont demandé si la poignée de la porte ça allait, le téléphone, l'ordinateur, etc. C'est-à-dire que moi j'avais pas de problème parce que j'ai des bonnes mains, mais quelqu'un qui aurait été plus handicapé que moi aurait pu être accueilli aussi. Et après on a été voir les toilettes. Alors il se trouve que j'étais dans un bâtiment qui était de plein pied mais qui n'était pas complètement accessible parce qu'il était voué à la démolition. Alors les toilettes, bon, on a regardé les hauteurs des rouleurs, tout ça. Bon. Et les toilettes, il y avait donc 3 WC, aucun n'était accessible. Alors on a regardé ensemble ce qu'il fallait faire. On a dit, c'est en transformer 2 en un seul, supprimer une cuvette, supprimer une cloison, mettre une porte large, etc. Et je vous ai dit que j'avais rendez-vous à 9h avec ces gens-là. Et à 11h, il y avait des gars qui venaient commencer à faire le travail. J'étais très impressionné. Et quelques temps après, alors j'ai passé quelques jours à l'hôtel et après on m'a donné un appartement. Sur le campus, il y a des chambres pour les étudiants, des petits appartements pour ceux qui sont mariés. C'est ouvert aux étudiants, c'est aussi ouvert aux professeurs, mais avec moindre priorité, il n'y en a pas pratiquement. Mais moi, mon statut de professeur invité m'y donnait droit. Et du fait de mon handicap, je suis remonté dans les priorités en quelque sorte, quoi. Donc j'avais un appartement qui allait bien, mais j'avais un problème.
J'avais une place de parking numérotée, mais je ne pouvais pas sortir mon fauteuil, il n'y avait pas assez de place. Et il n'y avait pas de place pour handicapés à proximité. Alors je suis allé voir les gens qui étaient responsables de ça. Et le lendemain matin, il y avait des gars avec des pots de peinture qui transformaient 2 places pour visiteurs en 1 place pour handicapés. Voilà. Et c'était il y a 25 ans déjà. Waterloo, 91, voilà, c'était... Alors, on passait un mois à Waterloo, c'est l'université de l'Ontario, invité par mon copain Yanouche. Évaluation de performance des systèmes de production. Alors la plupart des sujets sur lesquels j'ai travaillé dans mon labo ont été arrêtés pratiquement dans le laboratoire. Mais sur ce sujet-là, il y a d'autres chercheurs, des chercheurs qui ont travaillé dans mon équipe, ils sont dans d'autres laboratoires maintenant, certains même avec de grandes responsabilités, mais qui continuent à travailler sur ce sujet. Ce sont des jeunes, ces jeunes qui doivent avoir tous 50 ans maintenant. Bon là, je passe. Simplement, il n'y a plus de travail non plus dans notre laboratoire, mais il y a d'autres laboratoires, y compris à l'étranger, qui travaillent sur le sujet. Signalisation du handicap. Est-ce que j'indiquais aux gens que j'étais handicapé? Est-ce que je devais le faire? Alors, pour moi, c'était non, si ce n'est pas utile. Et en fait, c'est parce que j'y pensais même pas. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas la nécessité. Et j'ai une anecdote, il y avait une chinoise, professeure chinoise, qui voulait venir travailler dans mon équipe, c'était sur le test aléatoire aussi. On a échangé pas mal de courriers, et puis bon, tout ça s'est fait. Et quand elle est arrivée à la porte de mon bureau, elle a découvert que j'étais en fauteuil roulant. Et je n'avais pas cherché à le lui cacher, ça ne m'était même pas venu à l'idée, quoi. Et voilà. Ceci dit, c'était oui, si c'est nécessaire. Si je prenais un rendez-vous, je m'assurais quand même que je pouvais accéder à mon interlocuteur, ou si ça paraissait potentiellement utile à la communauté d'handicapés, qu'on voit que des handicapés peuvent faire des trucs. Alors là, j'ai quelques exemples là-dessus. Et le premier, ça correspond à la tribune que m'avait donnée la SOS en me récompensant. Aux arts et métiers, il y a des étudiants qui font des choses pour des handicapés. Il y a aussi une fondation qui s'appelle Handitecam, dont la vocation est de mettre à disposition des handicapés le savoir-faire des Gazards. Il y a des laboratoires de l'ENSAM où on travaille sur des matériels utiles pour les handicapés, donc il y a pas mal de choses qui se font, mais il n'y a pas l'accueil d'élèves handicapés. Et après le sympathique speech d'Yvon Broudin, que vous voyez ici, après le fauteuil, on voit de gauche à droite Yvon Broudin, Jacques Verdier, Michel Destot et Michel Armand. Donc, après le speech d'Yvon Broudin, disais-je, après les remerciements, j'avais pu évoquer quelques idées personnelles et j'avais conclu en posant la question suivante. Sachant qu'un Gazard peut devenir paraplégique, un paraplégique peut-il devenir Gazard? Alors, puisque je suis sur cette journée, je vais rajouter 2 photos. La dame que vous voyez qui se cache derrière le brou, beaucoup de fleurs là, c'est Geneviève. Et ça, ce sont les amis qui ont eu la gentillesse de venir m'accompagner cette journée-là, c'est-à-dire copains de promo et compagne, ainsi qu'un Angers 56 et un Angers 59. Ensuite, on m'a demandé une photo d'identité pour mettre dans le magazine. Et j'avais téléphoné à la journaliste qui m'avait demandé ça en lui disant que j'aimerais bien qu'on mette une photo plus large en expliquant pourquoi. Et voilà ce qu'ils avaient accepté de faire. Et certains d'entre vous se rappellent peut-être de la jeune Gazarette tétraplégique qui était venue à Plaisir pendant que nous y étions réunis. Et ben c'est cette photo qui lui avait accroché l'œil après elle a pris contact avec moi. Autre exemple, avec mon ami Michel Deguerry, nous avons commis un bouquin historico-technique
Et j'avais envoyé cette photo à l'imprimeur pour la 4e de couverture pour présenter les auteurs. Et quand on m'a envoyé la maquette de couverture, la photo avait été reniée, c'était ça. Et on ne voit plus de fauteuil. Et j'ai renvoyé celle-ci et je l'ai imposée. Voilà. Dernière vidéo, des extraits de mon départ à la retraite. J'ai découvert l'automatique lorsque j'étais en dernière année aux arts et métiers en 1961-62. Cette discipline, nouvelle pour moi, m'avait beaucoup plu et le professeur Prudhomme nous avait indiqué qu'il existait à Grenoble une très bonne formation pour ingénieurs déjà diplômés. Et plus certainement convaincant puisque dans ma promotion de section spéciale automatique, nous étions environ un tiers venant des arts. Début mars 63, un assistant précisément m'avait demandé si je voulais faire une thèse l'année suivante. Non plus, ça ne m'intéressait pas. Un mardi après-midi de mars, où il faisait très beau, nous sommes allés faire du ski. Nous étions 4, dont 3 de la section automatique, dans la voiture d'un des copains. Je précise que ce mardi après-midi, il n'y avait pas de cours en spécial automatique. Nous avons eu un accident, d'où ma paraplégie. Si ce jour-là a été forcément une sale journée pour moi, après, j'ai eu beaucoup de chance. La première de ces chances, c'est que M. Perret est venu me voir quand j'étais en rééducation à Berck et qu'il m'a proposé de venir travailler dans le labo d'automatique. Bien entendu, j'ai accepté sans hésiter. Je côtoyais à ce moment-là des accidentés comme un cultivateur tombé d'un cerisier qui se demandaient avec angoisse ce qu'ils allaient faire après. J'étais donc content qu'on me propose du travail et je pensais que l'activité dans un labo universitaire était plus sédentaire et moins contraignante que dans l'industrie, donc mieux adaptée. M. Perret avait rencontré le médecin-chef de l'établissement où j'étais et avait eu la gentillesse de lui présenter sa proposition non comme une PA, mais comme un recrutement utile au développement de son labo. Monsieur Perret, Monsieur Perret, je tiens à vous exprimer à nouveau aujourd'hui toute ma gratitude pour m'avoir donné l'occasion de surmonter un grave handicap. Dans le labo, il y avait un panneau d'affichage, un seul panneau d'affichage, pas très grand. Et un jour, ce devait être vers 1965, quelqu'un y avait punaisé une définition de l'automatique découpée dans un journal. Avant de vous la livrer, je voudrais prendre quelques précautions. Je voudrais dire aux dames qui m'ont fait le plaisir d'être présentes ici ce soir que je ne voudrais pas leur faire de peine, bien au contraire, que je n'assume pas la définition qui va suivre, que j'en ai rigolé comme les copains, mais que c'était il y a 35 ans et qu'il y a prescription. C'est donc cette définition. L'automatique, c'est l'effort de l'homme pour rendre le travail si facile que la femme veut le faire toute seule. Après, il y eut ce grand jour pour le labo qu'a évoqué Arlette tout à l'heure, celui des 2 premières thèses d'État, celle de Claude Poulard et la mienne, le 24 avril 69. Je ne rappelle pas le jury, Arlette l'a évoqué tout à l'heure. Simplement,
Je voudrais dire que Claude, lorsqu'il est intervenu il y a quelques mois, avait dit que notre président commun, Louis Néel, n'avait pas encore le prix Nobel. J'aurais pu préciser, Claude, qu'il avait obtenu ce prix quelques mois plus tard, mais qu'il n'y avait vraisemblablement pas de relation de cause à effet. Que restera-t-il de mon passage? S'il ne devait rester qu'une chose qui puisse être utile, j'aimerais que ce soit le souvenir que quelqu'un avec un handicap physique peut avoir une activité professionnelle pratiquement normale quand certaines conditions sont réunies. Je ne suis pas une exception. En fait, il y a beaucoup de personnes handicapées qui ont un travail ayant un certain prestige comme chercheurs ou qui ont de grandes responsabilités dans la direction d'entreprise, dans la politique, etc. Il y en a beaucoup, mais pourtant, il n'y en a pas assez en proportion de la population. Un jour, j'étais en visite dans un centre de recherche IBM à Yorkton Heights, auprès de New York. 2000 personnes y travaillent. Par hasard, je me suis trouvé auprès d'un distributeur de boissons en même temps qu'un personnage important du centre, le numéro 3 dans la hiérarchie. Et on m'a présenté à lui. Je l'ai félicité pour le grand nombre de handicapés physiques qui étaient employés dans ce centre et pour tout ce qui était fait pour eux, qui m'avait été expliqué avant. Il m'avait répondu, mais nous ne sommes pas des philanthropes. Si nous le faisons, c'est parce que c'est rentable. Je l'avais remercié pour sa réponse, que j'ai beaucoup utilisée depuis. J'aimerais que ceux que j'ai côtoyés, qui sont ou qui seront en situation de pouvoir embaucher, se rappellent que des personnes handicapées physiques peuvent faire leur boulot comme les autres. Je vais maintenant conclure. Quand j'étais étudiant, j'aimais beaucoup les petits problèmes de logique. Eh bien, j'ai continué à m'amuser dans mon travail, et je crois que ça, c'est un grand privilège. Si aujourd'hui, j'étais jeune et valide, le métier que je choisirais, avec ce que j'en connais maintenant, c'est celui de chercheur. Alors, vous ne croyez pas que, là encore, sans vraiment choisir, j'ai eu beaucoup de chance? Je vous remercie. Et maintenant, je fais plein de choses, dont du bridge, et retrouver des copains. Voilà, les copains de l'Yvette, 52 ans après, dans la cour d'honneur à Nantes. Et voilà une photo que vous devez connaître, n'est-ce pas? Angers 58 à Cabourg. Voilà. C'est fini, je vous remercie.